Et c'est dans ce contexte, à des milliers de kilomètres de Gaza à Washington, que se déroule la toute première réunion du Conseil de paix de Donald Trump, un outil créé pour aider au départ à la reconstruction de Gaza et à son avenir, puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits dans le monde. Le chef de l'administration provisoire de Gaza, Ali Chat, est à Washington. Plusieurs informations nous parviennent. On va en parler avec notre invitée Laetitia Bucaille. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes politologue à l'INALCO, l'Institut national des langues orientales et des civilisations orientales, pardon. Votre livre a pour titre « Gaza, quel avenir ?» C'est publié aux éditions Stock. Alors, j'allais dire, que peuvent attendre les Palestiniens de Gaza de ce premier conseil de paix? Il y a déjà des informations qui nous parviennent. L'Indonésie assumera le rôle de commandant adjoint de la force de stabilisation à Gaza. Le Maroc, autre pays qui fait partie de ce conseil de paix de Donald Trump, va envoyer des policiers et des soldats. Est-ce que c'est ce qu'attendent notamment en partie les Palestiniens ? Bon, ce que les Palestiniens attendent, c'est une amélioration de leur situation quotidienne qui est extrêmement dure, qui continue d'être, du point de vue de la santé, du point de vue du logement, des écoles. Gaza est absolument dévastée. Donc la mise en place du Conseil de la paix, de ces différents organes à l'architecture très compliquée, ne va pas changer immédiatement leur quotidien. Il est même à craindre que ça prenne beaucoup de temps parce que l'architecture est très complexe. C'est une architecture à 3 niveaux, plus un organe supplémentaire qui est censé faire la liaison entre les 3 niveaux. Le Conseil de la paix, qui est ce conseil que Trump a formé et qui entend finalement être un conseil de sécurité bis. Un organe exécutif qui est censé être à la manœuvre sur le terrain. Et puis un échelon bas qui est réservé aux Palestiniens qui devront faire l'interface avec la population. Alors on l'a vu, il y a toujours des bombardements de l'armée israélienne. Tiens, le Hamas a-t-il été désarmé ? Non, mais alors juste, il y a tellement d'acteurs qu'on peut penser que l'architecture très compliquée, que ça va être compliqué de fonctionner et que la reconstruction va être difficile à mettre en œuvre. Ouais. Et puis, effectivement, le Hamas n'a pas encore désarmé. Il y a des divergences d'interprétation sur ce que veut dire le désarmement. Est-ce que c'est les armes lourdes? Est-ce que c'est les armes lourdes et les armes légères? Et puis le Hamas a dit qu'il était prêt à désarmer s'il remettait ses armes à une autorité palestinienne, à des Palestiniens et non pas à des étrangers. Le Hamas n'entend pas être le premier mouvement palestinien à faire œuvre de reddition, en quelque sorte. Sur l'internationalisation, tout de même, c'est un fait inédit dans le conflit israélo-palestinien. On parle bien d'hommes, d'armées étrangères, en l'occurrence celle du Maroc, de policiers marocains, un commandement adjoint, donc on imagine que le commandement central sera américain. C'est un fait nouveau dans ce conflit israélo-palestinien. C'est un fait nouveau et Israël peut tout à fait craindre une internationalisation, un protectorat sur Gaza et que ça lui échappe. Mais étant donné que le dispositif est tellement compliqué et sera certainement très difficile à faire fonctionner, on peut penser aussi qu'Israël profitera de ce flou pour continuer à contrôler la situation et à exiger tout un tas de choses pour garantir sa propre sécurité. Et pour l'instant, ce sont effectivement des annonces. On est loin d'être dans des faits concrets sur le terrain. Est-ce que vous partagez l'analyse d'observateurs qui disent que l'actuel gouvernement de Benyamin Netanyahou a pour but d'expulser le maximum de Palestiniens à Gaza, mais aussi en Cisjordanie? C'est ce qui est à l'œuvre, effectivement. Le gouvernement israélien aimerait bien se débarrasser de le plus palestiniens de possible, qu'ils prennent les voies de l'exil. Le problème de ce scénario, c'est qu'aucun État n'a accepté d'accueillir des Palestiniens, et puis que la plupart des Palestiniens sont quand même tiennent à rester chez eux et à ne pas répéter justement le scénario de 1948. Mais est-ce qu'il y a une alternative à la séparation des Israéliens et des Palestiniens sur le terrain? La solution à 2 États, on le voit de plus en plus, est quasiment irréaliste. Oui, alors mais la solution à un État est aujourd'hui aussi irréaliste. Ouais. Elle aurait quelles conséquences? Non, mais c'est-à-dire qu'aucune des deux populations, pour le moment, n'a envie de vivre aux côtés de l'autre. Donc on est effectivement dans un moment où les fractures sont tellement profondes, les blessures sont tellement à vif, qu'aucune des solutions n'est réalisable à court terme. Cela dit, on peut imaginer quand même un apaisement de la situation et un chemin vers une pacification. On pourrait penser que c'est possible. Cela dit, ce qui est en train de se mettre en place à Gaza, c'est plutôt un ordre militaro-humanitaire et il est peu probable que l'on aide vraiment les Palestiniens très rapidement à reconstruire l'enclave
selon leurs vœux et à subvenir à leurs besoins. Et les infos qui nous parviennent, les informations qui nous parviennent vous donnent raison, puisque pour l'instant, effectivement, ce sont des annonces purement sécuritaires et militaires qui parviennent de Washington. Nous soutiens donc ce premier conseil de paix de Donald Trump. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau et pour votre éclairage, Laetitia Bucaille-Gaza. Quel avenir, édition Stock, je le rappelle, pour votre ouvrage.